qu'on va partir tout de suite aux États-Unis, direction le bureau ovale, où Donald Trump, comme à son habitude, a tenu une conférence de presse. Donald Trump sur tous les fronts, l'Iran, mais aussi le Groenland. On l'a bien compris depuis une semaine, le président américain veut mettre la main sur l'île, quoi qu'il en coûte. Je voudrais conclure un accord de la manière douce. Mais si nous ne le faisons pas de la manière douce, nous le ferons de la manière forte. Et d'ailleurs, je suis un fan du Danemark aussi. Ils ont été très sympas avec moi. Vous défendez votre possession, pas ce que vous louez, et on va devoir défendre le Groenland. Si on ne le fait pas, la Russie ou la Chine vont le faire. Je ne laisserai pas cela se produire. Bon, Grégory, déjà, pour ceux qui nous regardent, pourquoi il veut absolument le Groenland? Qu'est-ce que ça rapporte aux États-Unis? Parce qu'on le sait, Donald Trump, il n'agit qu'en fonction des intérêts américains. Il y a plusieurs intérêts. Un intérêt d'abord de ressources. On sait que les sous-sols sont évidemment très précieux avec des matières riches et intéressantes pour les États-Unis. Un enjeu stratégique, puisque c'est donc dans l'Arctique, dans le Grand Nord. Et effectivement, vous êtes quand même avec un territoire qui est situé entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Et puis un intérêt militaire, puisqu'on sait, on l'a répété ici souvent sur ce plateau, les Américains possèdent une base américaine à Pituffik, et l'idée évidemment c'est éventuellement de déployer plus de soldats américains sur ce bout de territoire gelé pour être aux premières loges, j'ai envie de dire, d'éventuelles menaces venant de la Russie par exemple. C'est vrai qu'acheter le Groenland, c'est pas nouveau, il émettait déjà cette hypothèse en 2019, mais alors là c'est vrai que il hausse le ton, j'ai envie de dire. Manière douce ou manière forte, il menace clairement le Danemark, puisqu'on le rappelle, en effet, le Groenland, c'est un territoire danois, même si c'est un territoire qui est autonome. Ça veut dire quoi, la manière forte dans la bouche de Donald Trump, Grégory? Ça voudrait dire une intervention militaire. Honnêtement, tous les spécialistes, et on avait Mikko Meret, qui est un des meilleurs spécialistes du Groenland, n'y croit pas. Enfin, on va pas voir des Marines débarquer à Anouk, la capitale. En revanche, ça peut être contraindre les Danois à un partenariat, disons, encore plus renforcé avec les États-Unis. Moi, il y a un truc que je retiens de Donald Trump cette semaine, c'est l'interview qu'il a accordée au New York Times, où il explique très clairement qu'il se fiche du droit international, il se fiche... on l'a vu le week-end dernier. Voilà, il se fiche des traités internationaux. La seule boussole qui le guide, c'est sa propre morale. Donc, vous voyez, peu importe les alliances qu'on a pu passer, en l'occurrence avec le Danemark, puisque c'est quand même deux pays qui sont relativement proches, peu importe les traités internationaux, peu importe même peut-être l'OTAN, j'en sais rien, sa boussole, c'est sa propre morale. Et on voit effectivement que c'est comme ça qu'il agit. Dans l'histoire, Grégory, des États-Unis, on a bien vu cet expansionnisme américain. Le territoire s'est agrandi à coups de milliards quand les États-Unis ont acheté des territoires. Je pense par exemple à l'Alaska, par exemple. Aujourd'hui, qui s'oppose à se dire, bah, tiens, l'Alaska n'est pas dans le territoire américain, on le rétrocède, on s'en occupe pas. Donc qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui Donald Trump de dire, bah, le Groenland, c'est à moi? Il faudrait qu'il puisse... Pourquoi pas l'acheter? Ça coûterait... il y a un papier dans le Figaro ce matin, je crois, qui est très intéressant sur combien ça coûterait d'acheter le Groenland. Alors, il y a plusieurs pistes envisagées. Ça coûterait sans doute plusieurs dizaines, voire centaines de milliards de dollars parce que les ressources souterraines sont extrêmement riches. Ou alors, il y a un autre scénario possible, ce serait d'acheter chaque Groenlandais. D'offrir 100 000 $ à chacun des 57 000 habitants pour qu'ils disent bah oui en fait rapprochons-nous des États-Unis. Donc le rachat est une piste possible. Vous avez cité l'Alaska, la Louisiane, il y a eu d'autres territoires. Oui, 1803, il y avait Napoléon qui avait, vous avez acheté la Louisiane. Quelle erreur de l'avoir vendue aux États-Unis. 15 millions de dollars à l'époque. Et en effet, et puis après il y en a eu d'autres, la Floride, une quinzaine d'années plus tard. C'était intéressant à regarder parce que c'est vrai qu'acheter un territoire, ça nous paraît une idée un peu saugrenue, mais en fait c'est l'histoire des États-Unis. Et dans la psyché de Donald Trump, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que si d'aventure, le Groenland, et là vraiment on est dans un peu dans de la politique fiction, devenait le 51e État des États-Unis. C'est un territoire immense, hein, on l'a dit, c'est 3 fois et demi la France, ou 4 fois la France. 4 fois la France. 4 fois la France. Même s'il y a 55 000 habitants. Hein, voilà. Si vous rajoutez ce bout de territoire aux États-Unis, d'un seul coup en superficie, les États-Unis deviennent le plus grand pays du monde.
et dans la psyché de Donald Trump, c'est pas totalement anodin de se dire regardez, ça y est, on a plus de territoire que la Russie ou la Chine. Alors, les partis politiques, justement, ont pris la parole ce matin. Ils ont fait une déclaration commune, parce qu'il y a 5 partis politiques qui sont représentés au Parlement local au Groenland. Ils disent « Nous ne voulons pas être américains, nous ne voulons pas être danois, nous voulons être groenlandais. » Mais ils rajoutent quand même « Il y a plus de choses qui nous unissent au Danemark qu'aux États-Unis. » Mais pour qu'ils prennent tous la parole de façon commune, quels que soient vraiment les bords politiques, ça montre quand même que l'inquiétude, elle est présente. La pression, elle est quand même maximale. Enfin, vous avez vu les déclarations jour après jour de Trump sur son appétit concernant le Groenland. Donc l'inquiétude, elle est très importante. Et après... Alors c'est vrai qu'on découvre un peu depuis quelques jours cette politique groenlandaise, notamment grâce à Thomas Misraki et Camille Sou, qui sont sur place et qui nous racontent ça magnifiquement. Il y a une volonté d'indépendance. Je crois que 80% de la population est d'origine inuite, 20% danoise, et vous avez quand même un ressentiment sur la colonisation danoise qui a été très difficile, très éprouvante pour cette population. Donc une volonté de plusieurs partis qu'on va qualifier d'autonomistes, de se séparer un petit peu du Danemark sans forcément tomber dans le lit des États-Unis. Et d'ailleurs, Trump, il joue beaucoup là-dessus. Souvenez-vous quand son fils, Donald Trump Jr., est allé au Groenland il y a quelques mois avec des casquettes rouges, Make America Great Again, il a demandé à rencontrer des indépendantistes pour, en gros, mettre un peu d'huile sur le feu et leur dire mais éloignez-vous du Danemark, etc., pour évidemment tomber dans le giron américain. Alors, c'est vrai Donald Trump, il est sur tous les fronts. Il y a une semaine, avec vous, d'ailleurs, Grégory, on a vécu le coup de force de Donald Trump au Venezuela, avec la capture de Maduro. Donc, on se dit, c'est vrai que Donald Trump, il est capable de tout. Depuis, il menace quand même l'Amérique du Sud, la Colombie, le Mexique. Et puis, il y a un autre dossier qui regarde de très près. Il en a parlé aussi hier. C'est ce qui se passe en Iran. C'est vrai qu'il y a une vague de protestations gigantesque qui a débuté fin décembre avec des manifestations populaires, qui, comme toujours en Iran, se passe dans la répression. On est quand même à 62 morts déjà en Iran. Connexion téléphonique, Internet coupée, les liaisons aériennes sont annulées. L'Iran est en grande partie isolé du monde à la demande des autorités de la République islamique. Là aussi, Donald Trump, il a encore menacé hier d'intervenir. L'Iran a de gros problèmes. Il me semble que le peuple est en train de prendre le contrôle de certaines villes, ce que personne n'aurait cru possible il y a encore quelques semaines. Nous suivons la situation de très près et j'ai affirmé avec une grande fermeté que s'ils se mettent à tuer des gens comme ils l'ont fait par le passé, nous interviendrons. Nous les frapperons là où ça fait mal. Et ça ne veut pas dire envoyer des troupes, mais ça veut dire les frapper très très durement là où ça fait mal. Bon, là aussi, concrètement, Grégory, la question est toujours difficile, mais qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois, dans la bouche de Donald Trump? Pas d'intervention au sol, mais enfin frapper très fort. On le sait, on s'en rappelle il y a quelques mois aussi, des frappes en Iran contre les installations nucléaires. Donc là aussi, on peut s'attendre à tout. On peut s'attendre à tout. On est le 10 janvier, c'est ça? Ça fait, dans 10 jours, ça fera 1 an que Trump est au pouvoir. Regardez l'accélération quand même de la géopolitique mondiale depuis qu'il est revenu dans le bureau ovale. On peut s'attendre à tout de la part d'un président qui s'est quand même fait élire en étant non interventionniste, en disant on va se reconcentrer sur l'Amérique, sur l'économie américaine. Pas question pour nous de nous lancer dans des guerres inutiles, sans fin et coûteuses. C'était ça l'expression qu'il avait utilisée pendant la campagne. Là, on voit quand même un interventionnisme, ou en tout cas des intentions extrêmement fortes de la part de Donald Trump. Ce qui est plus surprenant sur l'Iran, c'est que, à la limite, dans sa logique, vous intervenez dans ce qu'on peut qualifier maintenant d'hémisphère américain. Et c'est un peu la doctrine Monroe remise au goût du jour, rebaptisée Donroe par Donald Trump. L'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, c'est notre jardin, on y fait ce qu'on veut. Là, l'Iran, c'est quand même une autre partie du monde. Donc c'est quand même une autre partie, un autre jeu, si jamais Trump s'engageait là-dedans. Mais avec quand même Reza Pahlavi, qui est le fils de l'ancien Shah d'Iran, qui est en exil d'ailleurs aux États-Unis, qui lui a demandé à Donald Trump d'agir sans tarder. Il a interpellé ce matin les manifestants en Iran à se préparer à prendre les centres-villes. Donc on sent bien quand même en plus ce soutien derrière. Et moi, la question, parce qu'on va terminer sur ce sujet, mais le régime des Mollahs, est-ce qu'il peut tomber? Je sais que votre position, elle a un petit peu changé en fin de semaine, Grégory. En début de semaine, vous auriez dit je ne pense pas. Là, vous nuancez un peu votre propos? Non, mon propos était de dire, et je trouve que pour avoir vécu les manifestations de 2009 après la réélection d'Ahmadinejad, j'ai vu à l'époque un pouvoir policier extrêmement fort, puissant.
et meurtrier. Je me souviens très bien des images de Téhéran avec cette jeunesse extrêmement courageuse. J'ai l'image d'une jeune femme sur l'artère Vali-Asr, qui est l'artère principale de la ville, le poing levé, qui disait mort au dictateur face au Bassidji à moto. Et c'est vrai que depuis, il y a eu quasiment tous les 2 ans des mouvements de révolte en Iran, réprimés dans le sang et avec l'oppression. Vous avez cité le nombre de morts depuis 12 jours. 65. Donc j'ai malheureusement le sentiment que le pouvoir iranien, les Pasdaran, les gardiens de la révolution, les Bassidji sont encore extrêmement forts. C'est vrai que les images qu'on voit depuis, disons, 48 heures sont extrêmement spectaculaires. D'abord, elles sont très difficiles à faire sortir du pays à cause de la coupure d'Internet, mais on voit que le mouvement fait tache d'huile et gagne les principales villes du pays, et pas seulement, comme il y a 12 jours, les commerçants du bazar. On a l'impression d'un embrasement. Honnêtement, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire si mais on peut se poser la question, en tout cas, et douter aujourd'hui, justement. En tout cas, il y a un mouvement extrêmement fort qui est comparable, ou en tout cas qui est quasiment au même niveau que celui du mouvement Femmes, Vie, Liberté après la mort de Mahsa Amini. 65 morts dans les rues, et on parle dans les prisons aussi d'une accélération d'exécutions, de pendaisons. Non mais la répression est terrible. D'une centaine d'exécutions aussi d'opposants politiques dans les prisons, c'est à noter. Ces gens qui descendent dans la rue. Très rapidement, le pins, vous avez été alerté par le pins de Donald Trump, on peut le voir très rapidement. Non mais c'est peut-être une explication à tout ce qu'on vient de se dire. Regardez le pins qu'il portait hier sur son veston, sur le revers de son veston, un drapeau américain, évidemment, avec les 50 étoiles des États, peut-être 51, genre c'est le Groenland, et puis son autre boussole, c'est lui. C'est un pins de lui-même qu'il porte à son veston, et je trouve que ça explique bien quand même la politique de Trump depuis bientôt 1 an maintenant, l'Amérique et puis Trump, quoi. Merci en tout cas, Grégory, pour ces explications très claires.